Bonjour et bienvenue dans le dernier clic, votre podcast Tech, IA et no code. On se retrouve cette semaine pour un épisode côté outils. Je suis en compagnie de Lulu. Comment tu vas, Lulu? Bah ça va et toi? Très bien. Ravi de te retrouver pour un épisode. Voilà. Comme on disait, une semaine sur deux, on se retrouve pour parler d'outils numériques, d'outils logiciels et de ce qu'on utilise dans nos vies pro et perso. Et aujourd'hui, on va parler pas mal de développement assisté par IA. Donc, ce que vous avez sûrement déjà entendu sous le nom et le terme de vibe coding. Terme que nous, on n'aime pas trop. Voilà, on va revenir un peu dessus, après. Mais, non, d'ailleurs, tout de suite, en fait. Le vibe coding, alors, on va pas refaire l'historique du terme, mais, et de toute la mouvance. Là-dessus, si vous voulez avoir un peu, toute l'histoire et toute l'évolution, je vous invite vivement à aller écouter les podcasts d'Alexis Kovalenko et également à suivre son livre, lire son livre, pardon, qui s'appelle c'est quoi? Traité du vibe coding? Traité du Éclairé. Oui, du vibe coding éclairé, mais c'est Traité du vibe coding éclairé. Ouais, c'est ça. Pardon, j'avais plus le titre en tête. Et il a également fait aussi des conférences sur le sujet pour en parler. Voilà, on va pas faire mieux que lui sur ce sujet-là et on reparlera un petit peu du livre juste après, un peu plus tard dans cet épisode. Mais, pour en revenir au concept, donc l'idée de base du vibe coding, c'était de se dire: «On va développer, en fait, assisté par IA, mais un peu en roue libre». Donc vraiment en se disant: «J'ai une idée en tête, je vais donner mes indications à l'IA, je vais, voilà, rédiger ce qu'on appelle un prompt et après converser avec elle et je vais pas, me pencher sur les choix techniques, sur la façon dont elle procède, sur, le la logique à suivre et cetera. Vraiment, je vais la laisser en autonomie développer mon application et mon programme». Initialement, c'est arrivé, beaucoup là-dessus et à travers le fait d'aller, développer, en fait, des applications vraiment, un peu jetables, donc itérer sur un concept, le monter sur un week-end ou sur quelques jours, voir si ça marche et soit en faire quelque chose derrière en reprenant de zéro, soit, bah, du coup, le jeter, avoir, vérifié une idée ou testé une idée ou ce genre de choses. Et le terme s'est popularisé, a été repris par beaucoup d'outils, en notamment un des noms, enfin les 2 noms peut-être les plus connus dont vous avez pu entendre parler, ça peut être Lovable et Claude Code. Donc Lovable étant la version accessible, qui a fait beaucoup de bruit à un moment puisque justement on est sur une plateforme où on peut arriver et c'est très simple en fait à prendre en main, de parler avec l'IA et qu'elle commence à nous faire notre site web, notre page de vente, notre petite application et cetera. Et voilà, ils ont levé énormément d'argent. C'est une boîte européenne qui a cartonné, qui est devenue une licorne en 9 mois seulement. Ça a fait pas mal de bruit donc il y a 2 ans et d'ailleurs Lovable existe encore. Bon, il y a d'autres concurrents, hein, d'autres alternatives, mais pour vous donner un nom un peu peut-être qui parle un peu plus et que vous pouvez aller consulter. Et Claude Code qui lui est orienté vraiment aussi sur du développement assisté par IA, aussi du vibe coding, mais de manière beaucoup plus technique et poussée et plutôt orientée pour les développeurs. Et c'est lui qui a un petit peu, fait basculer Anthropic, enfin pas un petit peu, qui a complètement fait basculer Anthropic dans une autre dimension avec justement l'IA vraiment orientée entreprise en armant les développeurs d'outils qui leur permettent de travailler d'une manière plus, j'allais dire plus vite, alors oui et non, mais en tout cas beaucoup plus efficiente. Ce qui nous amène, donc à en discuter aujourd'hui, c'est que le vibe coding, voilà, cette consonance et cette logique et en tout cas au niveau du terme, il y a cette idée de vibe et de se dire: «Ouais, on va laisser l'IA, piloter et gérer, on lui balance nos idées». Sauf qu'en fait, voilà, ce qui a été démontré 1000 fois depuis, c'est que, bah, du coup, si on réfléchit pas et qu'on délègue tout à l'IA, elle va nous faire quelque chose qui va marcher rapidement, qu'on va pouvoir tester, mais qui n'est absolument pas viable dans le temps, qui n'est pas viable dans un contexte de production, qui n'est pas viable dans un contexte d'entreprise classique et voilà, qui n'est pas la bonne approche, en tout cas l'approche qui nous correspond à nous. Du coup, pour en revenir justement à concrètement comment nous, on a été au contact de ce vibe coding et comment on s'en est saisi, j'aimerais bien, Lulu, que tu nous parles un petit peu de toi, de la première app vibe codée que tu as fait et voilà, j'a j'arrêterai de dire vibe codée justement pour qu'on parle vraiment sur, l'application développée. Et donc quelle est la première application que tu as développée avec, Claude Code, si je dis pas de bêtises et
Ou après peut-être que tu avais fait d'autres essais avant justement sur du Lovable ou autre chose, tu vas nous dire ça? Non, effectivement, là, il fallait que j'aille assez vite parce que c'était pas une idée qui me trottait en tête ou ce genre de choses. Je me suis juste retrouvée frustrée face à un problème de conversion de fichiers. Enfin, le truc assez bête, normalement, on peut, trouver sur internet, un site qui fait ça ou voilà, où on n'a pas forcément besoin de s'inscrire, ou il y a des pubs, enfin voilà. Donc là, j'arrivais vraiment pas à trouver, enfin j'avais des fichiers audio, des livres audio qui étaient dans un format qui demandait une lecture, enfin un lecteur spécifique, et je voulais en passer un à ma belle-sœur, et elle a plus de place sur son téléphone, donc j'allais pas lui dire: «Bah, il faut que, en plus de prendre le livre audio, il faut que tu installes une autre application pour pouvoir l'écouter», que je me suis dit: «Bah, MP3, on va essayer de convertir ça en MP3». Et j'ai enfin, c'était vraiment la croix et la bannière, soit il fallait que je m'inscrive, soit je téléversais et ça coupait en me disant que j'avais atteint mon quota ou ce genre de choses. Après, il fallait que j'installe un logiciel, donc c'était ouais, j'étais pas chaude et ça Parce que commençait un petit peu à m'énerver. quand tu dis que tu téléversais, c'est-à-dire que donc là globalement en fait il y avait enfin l'app de lecture audio qui est propriétaire, qui te garde dans l'écosystème qui implique d'avoir le compte payant et cetera, de l'utiliser. Au même titre, j'imagine que genre un Spotify, un Deezer et ce genre de choses, la musique tu peux la télécharger mais qu'en étant connecté sur l'application, avec ton application, elle est en local, pareil tu peux pas C'est la sortir. encore différent parce que, bon, bah, là, c'était dans le cadre, d'Audible. On va dire qu'Amazon, ils sont quand même, assez fermés. Là, enfin, c'est des livres audio que j'ai achetés, donc au même prix, voire des fois plus cher qu'un livre physique qu'on peut prêter, et on peut pas les récupérer et les avoir juste, pour soi, ou alors on peut les télécharger mais dans un format propriétaire. Et d'ailleurs, la communauté open source est assez active là-dessus, en se disant, bah, que c'est juste un moyen de faire acheter plusieurs fois, alors que c'est censé enfin, nous appartenir. Après voilà, c'est des il y a plein de considérations derrière tout ça. Mais là, Audible permet quand même de les récupérer, mais c'était un format qui m'arrangeait pas et qui arrangeait pas la personne à qui je voulais prêter le livre. Là, je me suis dit: «Bah, allez, j'ai Claude Code, autant c'est juste un fichier de conversion, je m'en fous de enfin, si l'interface est moche, ça va ressembler à un logiciel des années 90 et ça sera très, très bien sur Windows». Et là, j'ouvre, Claude Code, je commence à expliquer mon problème, donc là, il y a rien de technique, Alors, et juste ouais, donc déjà à ce moment-là, Cloud Code donc tu l'avais jamais utilisé. jamais, non. Pourquoi Il a fallu que tu j'installe Git dessus. OK. Voilà. Pourquoi t'as eu, enfin, pourquoi t'as choisi Claude Code et tu t'as pas testé, par exemple, un Lovable ou un autre outil? 1re question et deuxième étant, justement, Claude Code, tu l'as ouvert dans la version application de bureau sur, enfin, Windows, j'imagine qu'elle est aussi sur Mac. Donc il ressemble quand même à ce qu'on a avec du Claude habituel, enfin, avec la fenêtre de chat, mais avec, voilà, quelques subtilités, mais c'est par là que tu as commencé? Ouais, c'est ça. Lovable, alors j'avoue que j'ai jamais essayé. J'ai pas de compte, et je voulais pas commencer à aller là-dessus, et là, je savais que ça allait être juste de l'application qui marche en offline parce que c'est voilà, à la fin, il fallait que je produise un exé, et voilà, c'est tout. Et je suis pas partie dans le chat, de Claude, je suis directement allée sur Claude Code parce que je me doutais que pour convertir des fichiers, j'allais devoir installer peut-être des librairies, enfin bon, du Python, ce genre de choses, et c'est ce qui s'est passé. Oui, Et alors donc voilà. pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ont voilà, qui ont sont peut-être pas familiers avec, les concepts et les outils de développement, généralement, quand on développe un logiciel, on va s'appuyer sur des briques qui existent déjà, qu'on appelle des librairies et qui vont permettre de pas réinventer la roue à chaque fois, en allant chercher des petits morceaux pour faire telle ou telle partie dont tout le monde a besoin dans toutes les applications. Donc ça peut être pour l'authentification, ça peut être pour, l'envoi de mail, ça peut être pour plein de choses, enfin voilà. Mais en tout cas, on appelle ça des librairies et donc systématiquement, effectivement, Claude va avoir besoin de librairies pour créer un logiciel. Et là, je me retrouve devant Claude Code. Alors, il y a écrit qu'il faut installer Git pour, pour commencer à utiliser, donc je suis là:
oh là là, ça fait longtemps que je suis pas allée dans mon terminal et ce genre de choses. Donc j'ai quand même tout installé. Après, j'ai décrit mon problème. Il a proposé les librairies qui seraient intéressantes à télécharger. Il m'a guidée. Il y a eu des moments où, en fait, je comprenais pas où est-ce que je devais mettre un répertoire dans un projet enfin Claude ou ce genre de choses, et j'ai juste demandé. En fait, je comprends pas, je dois le mettre où. Et puis c'était vraiment super bien détaillé, et en l'espace de 30 minutes, j'avais téléchargé tout ce qu'il fallait pour lancer ce qui était Python, donc l'environnement et ce genre de choses. Et j'avais mon petit programme, où je glissais, déposais mes fichiers, j'avais pu, convertir chaque chapitre en MP3 et ça marchait. Donc c'était vraiment un petit peu magique, où je me suis dit: «Mais il y a plus besoin d'aller souffrir sur internet, sur des sites pleins de pubs où tu laisses, toutes tes données, et où tu es frustré parce que tu convertis, ça va faire exprès d'arriver à 90 et à la fin ils vont dire: «Bah non, maintenant il faut payer, ou alors, il faut créer un compte et puis installer notre application», voilà. Donc là je sais que j'ai mon petit programme et je peux le relancer au besoin. Pourquoi pas, si à un moment j'ai besoin de faire d'autres conversions de fichiers, l'adapter. Vu que j'ai déjà les librairies et ce genre de choses, je sais que c'est faisable. Et voilà, donc ça c'était trop cool, et ça a répondu pile à une frustration qu'il y avait là, et au final ça m'a pris moins de temps que de chercher une solution plus classique, de télécharger une appli, de potentiellement payer pour le faire, et voilà. Ouais, donc là, tu t'es fait, sachant que donc l'appli que tu t'es fait, elle était installable directement sur ton ordinateur, elle avait pas besoin de connexion Ouais, internet pour fonctionner c'est ça. et tu as pu le filer à, je sais plus à qui c'était qui en avait besoin. Ma belle-sœur, oui, oui, c'est ça. Ta belle-sœur, mais donc et elle a pu l'installer, s'en servir directement aussi parce que c'était très simple et ou même pas, tu lui as envoyé juste le fichier et Ah non, terminé? j'ai juste envoyé le fichier parce que voilà, OK. j'ai dit: «Bon, bah, là, j'ai des livres qui pourraient te plaire», voilà, il y a les MP3, il y a pas besoin de soucis de compatibilité, ce genre de choses, donc Ouais, trop bien. Et après cette, du coup, cette première application, est-ce que ça t'a donné envie d'en refaire directement ou pas? Puisque, on fera le lien aussi justement avec la partie design et maquettage qui a l'air quand même de beaucoup te plaire. Mais, sur la partie vraiment app et petite app, est-ce que depuis tu en as refait avec l'autre code ou pas et juste tu gardes des idées dans un coin pour les faire à un autre moment? bah, je me garde des idées. Enfin, le problème, c'est que j'ai souvent trop d'idées, donc si je me mettais à développer à chaque fois que j'avais des idées, je serais pas rendue, et je pense qu'il y aurait ça irait pas. Là, c'était vraiment bien parce que ça partait d'une frustration et d'un problème qui était bien identifié. Je savais à peu près, même techniquement, ce que ça allait me demander en termes d'installation. Je savais que ça allait pas être trop complexe, et surtout, j'avais pas besoin que l'appli soit jolie, il fallait que ça soit fonctionnel, ça tournait, en local, sur mon PC. Voilà, là, c'était un peu le cas facile, et il y avait un petit peu cette peur d'aller sur des applications peut-être un peu plus grosses, de penser tout de suite, déploiement, mise en ligne et ce genre de choses, et c'est pour ça que je tentais encore un petit peu sauveteur à côté, en me disant: «Bah, ça peut être le juste milieu, avec des composants qui sont déjà testés, l'hébergement est géré». Mais en même temps, il y a la petite limitation où tu sens que tu peux pas tout faire dedans. De se dire, si j'ai déjà la logique et peut-être trouver une méthode qui permet de bien définir en amont, et ensuite juste guider l'IA, une fois que tu as ta bonne architecture, que tu as bien tout défini. Et c'est ce petit pas qui me manquait, et justement la lecture du livre, a donné, les billes, pour faire ça avec des méthodes qui m'ont plutôt bien parlé et qui me semblent assez pertinentes, sans tomber dans de l'usine à gaz. Voilà, et là j'explore, des petites idées, mais je vais beaucoup plus me concentrer sur la partie design avant, même de passer dans Claude Code pour pas pourrir du code avec du front et des plein de L'itération, modifications, ouais, sur et l'interface, et c'est vrai que l'autre fois justement tu avais parlé, enfin dans notre épisode précédent, enfin dans nos épisodes précédents où tu parlais du fait que tu utilisais, pas mal Obsidian et qu'une des raisons pour lesquelles tu aimais bien Obsidian, c'était aussi justement pour le fait d'avoir des fichiers, heu,
Donc dit à plat, c'est-à-dire que tu as directement dans ton dossier, dans ton explorateur de fichiers et qui sont utilisables en l'état par Cloud Code. Pourquoi comment dire? Qu'est-ce qui fait que tu préfères justement utiliser Cloud Code avec les fichiers comme ça, plutôt que les projets Claude, par exemple, qui sont pas dans Cloud Code? Mmh, bah, alors, c'est peut-être, juste une, fausse idée, mais de me dire que ça fait pas partie du contexte et Claude peut aller piocher dedans s'il faut et d'itérer dessus parce que c'est un peu un des problèmes quand tu mets, des fichiers dans un projet Claude, c'est que les fichiers sont fixes et tu vas produire des artefacts après par-dessus. Moi, j'aimais beaucoup ce côté vivant de tous les fichiers que tu vas mettre en contexte. Si tu avances et que tu itères, tu peux demander aussi après à modifier et tirer des on va dire des conclusions ou ce que tu as appris sur ton projet et ça va te resservir ensuite. Donc c'est un peu une préférence de savoir qu'il écrit même en dehors de Claude. Enfin, je me dis, bon, Claude, c'est qu'un outil que je rajoute par-dessus mes fichiers en Markdown, et le reste m'appartient, c'est sur mon PC. Voilà, c'est un peu visuel, je pense que c'est surtout ça. Et de pas me retrouver avec plein d'artefacts à télécharger. Là, c'est rangé. Parce que bon, je pense que même hier, tu as pu voir le nombre d'onglets que j'ai. Je vais me retrouver avec plein d'artefacts dans mes téléchargements. Je range pas. Donc là, ça me permet d'avoir un truc qui est à peu près ordonné et c'est cool. Celles et ceux qui utilisent, enfin qui n'ont pas forcément utilisé Claude, classique dans la version, enfin que ce soit bureau ou web d'ailleurs, mais en fait dans Claude et comme sur les autres outils d'IA, on peut faire des projets. Donc le principe d'un projet, c'est qu'on va lui mettre un petit peu des instructions spécifiques au projet pour lui dire: «Ici, je suis là pour travailler sur tel ou tel sujet». Et on peut y déposer des fichiers ou après pendant qu'on discute avec Claude, lui faire créer des fichiers. Donc dans Claude, ça s'appelle des artefacts qu'on va pouvoir rajouter au projet et du coup qui seront disponibles pour toutes les conversations. Un des gros intérêts des projets dans la version web, c'est que, bah, déjà, c'est dans la version web, donc vous pouvez, retrouver ça sur n'importe quelle, machine. Si vous avez plusieurs ordis ou un ordi de boulot, justement sur le lieu de travail, un portable à la maison, ce genre de choses. Alors que du Cloud Code, pardon, lui, il va interagir avec vos fichiers en local, les fichiers qui sont vraiment sur votre machine. Donc voilà, l'aspect web est un intérêt. L'autre intérêt, c'est que les documents, les fichiers, les artefacts que vous avez dans un projet, vont être, mis en RAG. Donc, pour faire court, disons qu'en fait, là, ils vont être, découpés en plein de petits morceaux, stockés dans une base de données chez Anthropic et ça permet d'aller, quand vous discutez avec lui, qu'il aille piocher dedans des petits bouts. Mais en fait, il a pas tous les documents en permanence stockés dans son contexte. Donc s'il a besoin d'une info dans un document, il va piocher dedans, il va pas ouvrir et ingurgiter tout le document d'un coup et là-dessus, par rapport à un Cloud Code, en fait, on va gagner aussi en contexte sur cet aspect-là. Mais la limite, bah, du coup, c'est qu'effectivement, un artefact qui est dans le projet, si on veut le mettre à jour, mais en fait, il faut le supprimer du projet pour, depuis la conversation, le réajouter au projet dans sa version modifiée. Et des fois, quand on va itérer et qu'il va mettre à jour plein de fois le même artefact, en fait, on doit attendre qu'il soit terminé pour le remettre dans le projet. Et on peut s'y perdre un peu quand on a plein d'artefacts dans la même conversation et qu'il y a eu plusieurs itérations, et cetera. Ça peut être un peu le bordel. Et après l'autre, point étant celui que tu viens de dire, que, ben, en fait, les artefacts et tout ça, ça reste dans Claude. Donc OK, c'est dans Claude Web et c'est en Markdown et on peut aller les copier, les récupérer. Mais, on les a pas sur la machine, on les a pas dans un format exploitable directement. Il va pas enrichir des fichiers qui font que là, si tu dois couper à l'improviste dans 2 minutes, tu as encore tout de dispo sur ton poste, alors que côté web, ce serait pas le cas. Donc, voilà. Hem, Et surtout, alors c'est cool de compartimenter, mais des fois, il y a quand même j'aime bien faire des ponts entre des différents projets, ce qui est enfin plus compliqué en tout cas avec la version, classique, des projets Claude, où tu peux pas juste aller enfin faire des références en disant: «Bah, tiens, il y a tel fichier de tel autre projet qui peut être intéressant, prends, ce qui peut être bien, quitte à générer un nouveau fichier ou juste le mettre dans la fenêtre de contexte et le prendre en compte pour ce projet-là». Je trouve l'approche beaucoup plus flexible comme ça et parce qu'au final, dans la partie Claude classique, on peut quand même aller mettre une sorte de mémoire générale,
Mais ça reste, bon, il y a la partie skill aussi, enfin, c'est les frontières sont pas vraiment complètement délimitées. Il y a des cas où un projet Claude, va largement suffire et d'autres cas où j'aime bien avoir, cette architecture où, voilà, il y a un petit peu, comment dire? Les projets sur lesquels j'ai envie de travailler, mais des préférences que j'ai et qui vont se retrouver un peu partout. Mais c'est quand même dur à formaliser d'un seul coup, dans un seul, paragraphe, enfin, je trouve que c'est beaucoup plus puissant dans Claude Code et j'avais vu beaucoup d'utilisateurs d'Obsidian utiliser Claude Code, justement. Alors pas forcément pour créer et écrire, de la connaissance ou de l'information. Ça, j'en avais déjà parlé avant que je séparais encore beaucoup. Mais par exemple, on importe, énormément de notes, bah, on peut s'en servir pour aller modifier, tout ce qui va être les tags, ce genre de choses et bosser là-dessus et ça, par exemple, ça va coûter beaucoup moins de crédit que, prendre, un MCP et agir dessus. Ouais, là-dessus, effectivement. Enfin, bon, c'est vrai que l'approche, en question, je suis à moitié d'accord dans alors si, on va reprendre dans l'ordre. Ce que tu viens de parler sur d'énoncer sur le cloisonnement des projets et le fait qu'on peut avoir besoin d'autres, documents et d'autres choses, d'autres sources de données qui sont dans l'espace, enfin qui seraient dans un espace et du coup que ce soit bloquant côté projet, c'est quelque part ce qui nous avait plu, tous les 2 sur Notion AI au début. Se dire: «Ah c'est bien, enfin on peut travailler sur des pages, sur des notions, sur des projets», mais quand on a besoin, il peut aller chercher dans notre Notion si on lui donne, la page et cetera en référence, la page ou le dossier ou la base de données, il va pouvoir aller chercher de l'info, par lui-même et compléter. Bon, il s'avère que dans Notion AI, le travers de ça, c'est que à l'usage, en tout cas sur mes usages, il allait, manger un peu trop n'importe quoi dès qu'il sortait de la page ou du projet et même des fois, enfin, ce qui m'a tué, c'est le nombre de fois où il allait me chercher des choses que j'avais mis dans des archives ou que j'avais carrément à la corbeille et qu'il s'appuyait dessus pour me répondre. Ce qui m'obligeait des fois à les supprimer définitivement des documents de la corbeille alors que ça m'aurait arrangé de les avoir au cas où j'ai besoin d'un historique. Mais j'étais obligé de faire Je comme ça crois pour qu'il que si jamais aujourd'hui ils ont mis une fonction d'archive, enfin une vraie fonction d'archive, mais OK. là, ce que tu dis, je pense que c'est inhérent même à la structure même de Notion où voilà, tout est Ouais. bloc et je pense que de pas avoir un peu cette vue peut-être de plus haut, de voir la hiérarchie, de chaque, projet, de savoir où est-ce que c'est rangé et encore, s'il passe à côté du document qui explique où est-ce que tu as tout bien rangé, enfin, je trouve que c'est encore assez opaque. Alors tu vois où est-ce qu'il va aller chercher, mais tu sais pas dans quel ordre, machin et ça peut être complètement à côté de la plaque. Ouais, bah, après c'est effectivement structurel parce que alors ce qui semble être une force de Notion au début et puis plus on s'en sert, plus on se rend compte que c'est plutôt, une grosse faiblesse, c'est le fait de pouvoir imbriquer des pages dans des pages. Parce que c'est comme ça que tu construis des labyrinthes et que même si tu as peu d'étages dans ton labyrinthe et que tu t'en tiens à 2 ou 3, en pratique, ton info, elle est déjà en bordel. Elle est déjà Ne difficile à faites pas ça. exploiter. Ouais, voilà. Il faut favoriser les bases de données, mais en même temps, les bases de données dans Notion, elles sont pas forcément adaptées à tous les usages. Elles sont bien pour certaines choses, mais enfin, voilà, ils ont beaucoup de choses qui sont à la fois très intéressantes et intuitives au premier abord, mais qui sont dans la durée, pour moi, des points vraiment bloquants et emmerdants. Et et en revanche, voilà, dans ce que tu as dit, le fait de donc par exemple d'être dans un projet cloud et de lui demander d'aller chercher de la donnée dans un Notion ou dans autre chose, il va utiliser le MCP et ça va coûter excessivement pour rien. Enfin pour rien. C'est-à-dire que pour aller chercher un document, il va devoir faire plein d'appels et donc consommer beaucoup de tokens et c'est pas du tout une approche efficiente et en plus ça bourre le contexte de l'IA donc c'est vraiment, à éviter autant que possible, les MCP, même si c'est devenu malheureusement oui et non parce que ça dépanne, mais c'est un des standards aujourd'hui et en pratique, c'est quand même assez, voilà, assez limité. Ouais, si, assez limité pour ces raisons-là et en même temps, quand tu travailles dans Claude Code, de base, tu travailles dans un dossier, tu travailles dans un répertoire. Moi, c'est vrai que je m'en sers surtout pour du développement, donc je vais travailler dans un répertoire qui va être orienté code et synchronisé avec du Git et ce genre de choses.
Donc normalement, tu es pas censé non plus polluer en allant mettre d'autres documents à l'intérieur qui ont pas liés au projet. Mais le gros intérêt qu'il va y avoir côté Claude Code là-dessus, c'est que, donc il va pouvoir travailler dans son espace et quand on va avoir besoin qu'il aille chercher de la donnée ailleurs, ponctuellement, il peut le faire donc soit via MCP, si on a déjà rajouté le MCP de l'autre côté, côté cloud, classique, mais il va aussi pouvoir, potentiellement utiliser des API, directement des outils et là, on y gagne énormément puisque, ben, on s'extirpe des travers des MCP sur la consommation de tokens, sur le contexte et tout ça, pour avoir quelque chose de bien plus efficient sur la manière dont il va rechercher l'information, où il va interagir avec notre espace de travail. Parce qu'API, après, ça peut être peu importe, hein, au final, ça peut être par Notion, ben, nous, c'était plutôt Fibery, ou bon, toi, du coup, Obsidian, ouais, je sais même pas. C'est aussi par API, je sais plus avec quoi il interagit. Obsidian? Ouais. Claude Code? Il interagit directement avec les fichiers en Markdown, sur ton PC en local. C'est là où c'est très efficace. Mais Ouais, non, parce que, enfin, du coup, quand j'ai testé Obsidian l'autre fois, justement, il y avait le fait de, si tu lui donnais accès à ton workspace Obsidian, il fallait aussi un Claude ouais. MD à la racine et il l'explorait d'une manière un peu différente. Moi, j'ai pas très bien compris ce concept d'intégration, s'il allait juste triturer les fichiers, mais avec un format, une structure particulière. Enfin bon, bref, là, on digresse un peu. D'ailleurs, t'as des skills qui existent pour... Parce que on en avait parlé, mais dans Obsidian, c'est un Markdown un peu particulier qui Spécifique, ouais. suit... voilà, et t'as des skills exprès pour Claude Code pour qu'il conserve l'écriture de ces fichiers Markdown et qui conserve surtout tout ce qui est rétro-lien et voilà, ce genre de choses. Mais il me semble qu'il va aller lire comme des fichiers de code. Et c'est là où j'avais vu beaucoup de personnes qui avaient par exemple migré et qui se retrouvaient avec soit de l'Evernote ou du Notion, avec plein de notes atomiques, et d'aller mettre les tags par exemple dessus. Ça en plus, t'es pas obligé de le faire avec un gros modèle, et juste de se dire ah bah tiens c'est tagué de telle manière, et comme ça après dans Obsidian t'as pas à tout refaire à la main et tout ça, et là c'est assez pertinent, et c'est, je me dis que ça peut même être pertinent de passer par là avant de faire une importation dans un autre outil. Là je sais pas si par exemple Oh, toi ça pourrait te servir ouais, mais pour Anytype, ce genre de on en choses, reparlera, mais mais à un autre moment. Enfin, un autre moment. On oui va oui oui. continuer là sur le truc. Et parce qu'effectivement, moi, j'ai fait une expérimentation comme ça, où, enfin, une expérimentation, c'est un peu plus qu'une expérimentation, mais j'ai voulu essayer Obsidian et donc j'ai migré mon Fibery vers Obsidian. J'ai pas du tout aimé Obsidian et du coup, j'ai fait une autre migration de mon Fibery actuel vers Anytype, que j'avais déjà, mais que j'avais laissé un peu en stand-by et du coup, que j'ai créé un nouveau workspace. Mais justement, j'ai utilisé Claude Code pour faire des migrations à travers l'API, enfin les API des différents outils et du coup, ce qui m'a permis d'aller, adapter, repenser la structure de ce que j'avais d'un côté pour l'adapter au nouvel outil, avant d'entamer les migrations, avant de faire les scripts, avant de faire tout ça et voilà, bon, on en reparlera un peu plus tard. Mais pour en Ça revenir me fait justement. penser juste à un tout petit truc aussi, un truc tout bête qui fait que je préfère aussi utiliser Claude Code, même pour des conversations que j'aurais pu faire sur la partie Claude classique, c'est que on voit un peu plus les données, on voit la fenêtre de contexte, on peut Ouais. choisir le niveau de réflexion. Je trouve qu'on a beaucoup plus d'informations pour orienter et bien un peu suivre et monitorer ce qui se passe, et pouvoir ajuster aussi. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie et qui n'est pas forcément sur l'interface Claude classique. Ah oui, oui, non mais clairement. Juste pour pas me le zapper après, pour finir là sur cette histoire d'exploiter du coup quand même ton dossier local et le fait d'aller, utiliser par exemple une API derrière pour aller, chercher dans ton espace de travail ton autre outil, c'est, et tu en as parlé, le fait de pouvoir utiliser les skills. Donc les skills, si vous savez pas ce que c'est, on vous renvoie à l'épisode, quoi, il y a 2 semaines? Non, peut-être, 3 semaines? Je sais plus. Bon, notre épisode sur les Oui, briques de l'argentique où c'est on ça. On explique un mettra petit le peu lien en les. description, à la limite, vu qu'on y fait référence. Oui, Faudra qu'on y sur pense. les, où on expliquait un petit peu justement les différentes, briques d'un agent IA, mais qui s'appliquent aussi dans les assistants et il y a un concept, donc les skills qui sont les compétences et dans le cas de Claude
Code, le fait de lui mettre des skills, on peut lui mettre aussi justement, bah, des informations sur les API à utiliser, de quelle manière les utiliser pour que, ben, au besoin, en fait, quand on est en train de travailler, on a besoin qu'il aille chercher une doc quelque part dans un Notion, mettons, il va pas passer par le MCP, il va utiliser l'API, il va être beaucoup plus efficient et il va juste utiliser son skills au bon moment pour savoir comment il doit travailler et comment il construit notre espace. Voilà, donc là-dessus, c'est vrai que c'est quand même enfin, ça a plein d'intérêt de bosser dans Cloud Code pour du local. Voilà, après, il faut avoir en tête ces choses-là, du coup, ça va impliquer un peu plus de paramétrage et de choses à la mano que ce qu'on a dans la partie web, mais ça débloque plus d'usages et plus de possibilités. C'est ça et aussi, effectivement, quand on travaille dans un projet, on peut créer un peu des artefacts, à chaque fois quand on termine une conversation ou ce genre de choses. Mais là, ce que j'aimais bien, enfin vraiment dans Claude Code, c'est que même si on fait une conversation, on peut rédiger une sorte de mémoire qu'on a au fur et à mesure et qui peut servir à la fin pour la fois d'après. Il y a peut-être un peu plus de contrôle là-dessus, de dire: «Bon, bah, là, par exemple, j'ai passé dans une nouvelle conversation avec ce même contexte, mais prends les points les plus importants qui vont te servir pour, la conversation d'après». Quand on voit que, voilà, il faut un peu, reset le contexte, sans forcément faire la compaction soi-même et ça permet de vérifier aussi et de se dire: «Bah, non, rajoute, on a quand même eu cette conversation là-dessus, je veux que ça apparaisse pour la conversation d'après». Donc, en fait, ça permet enfin, voilà, d'avoir des choses qui sont un peu plus tangibles, qui existent en fichier, qu'on peut aller lire, qu'on peut vérifier, qu'on peut même éditer nous-mêmes sans devoir demander à Claude Code, enfin, ou à Claude de le faire. Et ça, je trouve ça un peu plus sympa de me dire: «Bon, bah, là, il manque une petite partie, je vais pas aller spécifiquement demander à l'IA d'aller rajouter une phrase alors que je sais exactement ce que je vais écrire dans mon fichier texte». C'est Là, vrai. c'est une approche peut-être un peu plus raisonnée aussi. Oui et puis, tu l'as dit, le fait de pouvoir surveiller, de calibrer, donc de choisir le modèle, de choisir le niveau de raisonnement du modèle, de choisir enfin, d'avoir une visu sur le contexte, qu'est-ce qui est utilisé et pourquoi. Et sur le contexte, c'est hyper important puisqu'en fait, en pratique, un LLM, idéalement, il faudrait pas le faire dépasser 30 à 40 de son contexte. Au-delà de ça, les erreurs commencent à devenir trop importantes, il en fait de plus en plus et voilà, le bon dosage, c'est de le garder sous ces 30 voire 40 max et c'est des préconisations anthropiques, hein. Ouais, d'ailleurs, je me demande s'ils sont pas sur 30 eux, carrément dans leurs précos. Raison pour laquelle c'est très utile et intéressant d'avoir ce contexte-là, puisqu'on va pouvoir voir ce pourcentage de remplissage de contexte et dès qu'on commence à arriver, voilà, dépasser les 30 et qu'on arrive vers les 40, on sait qu'il va falloir boucler et enchaîner sur une nouvelle conversation et ça permet d'utiliser une IA du coup de manière toujours, enfin voilà, qu'elle soit toujours pertinente et la plus utile et efficace possible et avec les autres, bénéfices que tu as cités juste avant sur les fichiers, sur le voilà, Parce le que c'est fait vrai tout qu'en avoir dedans. soi, tout ça, c'est fait dans la partie, Claude classique. C'est juste que c'est caché et c'est fait plus ou moins automatiquement, tout ce qui va être, compaction du contexte, le fait de peut-être mettre à jour la mémoire, mais c'est pas forcément ce qu'on lui aura dit, c'est moins conscient et j'aime bien, voilà, ce côté, je maîtrise quand même ce qui est écrit, je sais ce qui a décrit, ce qui a été écrit, je l'ai validé et je sais que je vais pouvoir m'appuyer là-dessus sur un projet d'après, sur une autre conversation et que ça soit à peu près vivant et que le jour où, je sais pas, j'ai envie de partir de chez Anthropique, bah, j'ai déjà tous mes dossiers qui sont propres et je peux en faire, d'autres choses. Voilà. Beh, oui, oui, non, enfin, effectivement, c'est une bonne approche, mais voilà, je redemandais puisque l'autre fois, on avait parlé du fait que tu avais une préférence pour Claude Code sans forcément trop rentrer dans le détail et expliquer et là, pour les gens qui ont jamais mis les mains dedans, ça sera peut-être, on donnera une idée de pourquoi c'est pertinent aussi pour la bureautique, même s'il y aura un autre, une autre fonctionnalité enfin fonctionnalité, notre interface, on va dire, de Claude, qui est Claude Cowork, qui est censé être un peu le mix et l'hybride entre du Claude classique et du Claude Code, mais dont on discutera une prochaine fois, je pense, puisque enfin, je sais que je l'ai assez peu utilisé personnellement pour privilégier du Je l'ai Claude pas Code utilisé non plus. et j'ai l'impression que voilà, il veut
mêler un peu le meilleur des 2 mondes, mais il a pas forcément autant de enfin, il a des limitations, il a pas forcément tous les avantages d'un Claude Code. C'est ça et moi, si je me dis: «Si Claude Code me va bien», voilà, j'ai l'impression d'être, sur un workflow qui est plutôt conscient et où je maîtrise un peu plus ce que je fais et ça me plaît bien comme ça. Hem, Avec l'application qu'après de bu avec l'application ouais, de bureau, parce que application de bureau, ouais, ouais. typiquement sur du Linux, il y a que le terminal, c'est déjà un peu plus raide, à prendre en main. Ouais, là, c'est en fait, je perds pas trop quand même la tout ce qui est commodité de mes projets cloud, sauf que là, bah, les projets, c'est juste des dossiers sur mon ordinateur que je Oui peux aller et modifier et aller citer et voilà. un autre point dont on n'a pas parlé sur le fait d'avoir la main, c'est qu'on peut aussi choisir la manière dont Claude Code va bosser et réfléchir sur nos fichiers, puisqu'on va avoir le fait vu qu'à la base c'est pensé pour du code, il on a plusieurs modes où il va soit demander les permissions dès qu'il veut faire quelque chose, soit il va avoir par défaut le droit de faire des choses, enfin de la consultation et de la lecture et ce type de manip, mais il viendra demander, un accord pour les modifications. Soit on a un mode où il va être en planification et là, donc ça peut être on va lui donner, le prompt, l'objectif et ce qu'on veut faire et il va mouliner tout seul, il va réfléchir, il va nous proposer tout un plan d'action qu'il va mettre en œuvre pour atteindre justement l'objectif qu'on lui a donné ou les objectifs qu'on lui a donnés et après il y a encore 2 modes qui sont le mode automatique et donc là, il peut dérouler le plan et tout faire en autonomie, enfin voilà, à nuancer puisqu'il faut le surveiller, il faut voir un peu ce qu'il fait. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est que si le plan est bien calibré et qu'il y a pas de piège, il va avancer, il va dérouler tout seul et après il y a un autre mode à ne jamais utiliser, qui est le fait de autonomie avec, on appelle le bypass des protections et des autorisations, donc vraiment en mode, il est en roue libre. Il a tous les droits et parce qu'en mode automatique, il va quand même s'arrêter à certains endroits quand c'est critique, quand c'est important. Il y a encore des garde-fous humains qu'il n'arrive pas à outrepasser. Par contre, le dernier mode, là, voilà, c'est Ça peut être Skynet. marrant dans une machine virtuelle, à la limite, pourquoi pas? Oui, éventuellement, mais même comme ça, Mais c'est de la enfin, ça à la fin, c'est de la perte de temps parce qu'il va forcément faire des conneries et il faudra forcément les rattraper et bon, du coup, c'est du voilà, c'est de l'énergie, des tokens et tout de consommer pour rien ouais, avec, surtout qu'on est plus, nous, dans une philosophie de beaucoup préparer en amont avant de passer, à la prod. oui, oui, non, C'est puis voilà, on va pas être en mode à laisser, «Vas-y, fais-moi une application et puis, je reviens demain» et non et puis l'équilibre, ça reste, sur un tu vois, sur un petit moment. Le mode automatique, en fait, il convient déjà largement puisqu'il donne assez d'autonomie à Claude pour avancer tout seul, tout en ayant quand même des garde-fous sur les trucs les plus importants et même en autonomie, il faut quand même le surveiller, l'avoir à l'œil parce que des fois, il va prendre des initiatives de lui-même qui vont pas être les bonnes ou en tout cas pas celles dont voilà, qu'on veut. c'est ça. Enfin, tout ça pour dire, avant qu'on repasse peut-être sur, partie vibe coding, rapidement, que Claude Code, c'est pas parce qu'il y a code dedans qu'il faut forcément coder avec et ça peut juste être de l'édition de fichiers texte et ce genre de choses donc ça peut valoir le coup de tester. Ouais, ou de la conversation puisque contrairement à Oui, son code mais aussi, oui, classique, oui. justement, quand il va avoir besoin de faire des choses, il va être en mesure de faire du code, donc de faire des scripts, de faire des interactions ou d'aller Oui, utiliser des API et des choses comme ça qui sont pas forcément possibles en MCP, donc avec les intégrations classiques, qui pourraient l'être, mais du coup qui vont être beaucoup plus, consommatrices avec les connecteurs, habituels et voilà, ou de mettre en place des tout petits outils comme tu nous as cité tout à l'heure. Enfin, il y a quand même beaucoup de bonnes raisons à aller sur du Cloud Code. Et sans que ce soit nécessairement justement l'approche terminale qui fait peur avec, du noir et blanc, façon geek. Voilà. Ils ont mis une belle interface et petit à petit, en plus, ce genre d'outils, bon, il y a déjà des alternatives qui existent en open source. Il y en aura d'autres qui viendront et c'est quand même, voilà, ça ou Cowork resteront des alternatives intéressantes pour aller travailler, avec des vrais fichiers de votre ordinateur. On va dire ça comme ça. Et une approche plus maîtrisée, et plus granulaire dans ce que vous allez faire avec l'IA. Mais d'où l'intérêt de comprendre un peu les briques, chose dont on avait déjà parlé à travers les fondamentaux, à travers les briques de l'agentique et pour demain, dans votre boîte et enfin, dans vos prochains usages, plus vous avez la maîtrise et plus vous savez,
comment vous voulez utiliser l'IA et dans quel objectif, plus vous pourrez tirer parti des petits justement, des petits réglages dont on a parlé avant, de toutes les petites spécificités pour en faire quelque chose de vraiment, bah, le plus adapté à vos besoins, quoi. Bon, je vois que le temps a déjà filé sur en parlant de Claude. Hem, je vais quand même, Est-ce que tu veux nous parler un petit peu, toi, de ton approche avec Claude Code aussi? Comment est-ce que tu as ouais, appréhendé tout je ça vais ou alors pas tout détailler puisque, en fait, ce sera aussi l'occasion d'en reparler dans des prochaines fois. Mais, quand même refaire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure avec le livre puisque donc le vibe coding pour le coup, alors, pour redonner un peu mon contexte, perso, donc je suis no-codeur depuis pas mal d'années. J'ai bossé dans l'informatique, dans plein de boîtes, dans plein de domaines depuis, 10-15 ans, globalement, plutôt 15 ans. Et donc j'ai vu plein de niveaux différents. J'ai toujours bien aimé ça. Mais je ne suis pas développeur. J'ai déjà fait du code il y a longtemps, mais, c'est dans le cadre justement d'une école d'ingé et ça m'avait pas plu. C'est bien plus tard avec le no-code, donc il y a 6 ans, 2026, 6-7 ans, 7 ans, quand j'ai découvert le no-code que je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais les logiques de développement, j'aimais la programmation, et voilà, le raisonnement qu'il y avait derrière, mais pas, rédiger et écrire des lignes de code. Pourquoi tu te moques? pareil? Pareil? Non, mais non, 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 c'est juste que c'est exactement pareil. Je voulais faire plein de trucs avec l'informatique, mais je voulais pas apprendre à écrire du code. Les logiques algorithmiques et ce genre de choses, ça m'intéresse énormément de savoir comment un logiciel, on va faire l'architecture, comment est-ce qu'on va le penser, le parcours utilisateur, comment est-ce qu'on va gérer les données et tout ça derrière. Mais par contre, le traduire en ligne de code avec la syntaxe, ce genre de choses, les types de variables. Si, j'ai un peu la culture là-dessus, mais voilà, j'ai la culture, c'est cool, et ça me va très très bien comme ça. Je préfère me casser la tête sur d'autres choses. Mais c'est vrai que, beh, justement, le no-code nous apportait ça, le fait de se dire, on voit des usages, on voit des besoins, on a envie de faire des solutions avec et de faire des choses que les gens vont vraiment utiliser. Et à ce titre-là, bah, du coup, les outils no-code, c'est super parce qu'on fait quelque chose de concret. C'est visuel, c'est actionnable rapidement, on peut le mettre dans les mains des gens et ils s'en servent et on voit l'intérêt et ainsi de suite. Et c'est vrai que moi, ça m'a donné, une vue différente du produit et une approche différente. Après, j'ai un gros passif dans le support client. Donc c'est vrai que j'ai toujours été attaché au fait de vouloir aider les gens qui utilisent les produits, que ce soit ils soient matériels, logiciels, peu importe, et de pouvoir leur expliquer à chaque fois comment s'en servir. Mais voilà, que j'ai toujours eu besoin de sens là-dessus et du coup que ce que je fasse serve à quelqu'un, ait une réelle utilité et que quand on travaille sur des logiciels, bah, que ce soit dans une finalité, effective pour les utilisateurs et les utilisatrices et pas que ce soit, voilà, une fonctionnalité, fantasmée ou idéalisée ou pour du marketing ou ce genre de choses, si à la fin les gens s'en servent pas, ça a aucun intérêt. Et donc avec le code, du coup, le no-code, pardon, j'ai développé beaucoup de cette appétence-là et après j'ai été me former sur plein de choses, sur les ops, sur les automatisations et avoir plein d'autres familles à travers tout ça. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai rejoint, Cobble, c'était il y a quoi? 3 ans? 4 ans? J'y suis resté à peu près 3 ans. Bon bref, il y a quelques années. Et j'y suis rentré du coup en tant que customer delivery manager, enfin en gros pour faire du déploiement, de la chefferie de projet et aussi du support. Et après j'avais eu la chance de basculer, product owner, donc responsable produit et de bosser directement justement avec les devs et mon collègue Sam qui était CTO pour, du coup développer le produit, notre logiciel puisque, Cobble, en fait, bon, j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, mais c'est une plateforme no code qui permet de créer ses propres générateurs de documents, sous forme d'application IA. Donc vraiment, voilà, qui mêlait les 2, la partie programmation visuelle et le fait de mettre de l'IA et de l'agentique, dès le départ pour mettre en œuvre des logiques métiers qui étaient complexes derrière sur la partie documentaire. Et donc de travailler justement avec une équipe de dev m'a permis de rentrer encore plus dans le dur sur tout le process de développement et tout le process produit entre, justement
vers là où on veut aller, nous, en tant que boîte. Qu'est-ce qu'on a en tête pour les besoins des gens? La confrontation avec, ce qui se passe quand ils ont vraiment les choses dans la main. Tout le chemin technique pour arriver d'un endroit à l'autre avec, voilà, le fait d'identifier un besoin, de le comprendre, le traduire en solution métier, de voir ensuite pour la partie implémentation, les contraintes techniques, les contraintes avec le reste de ce qu'on a fait avant, ce qui doit arriver après, la partie test et assurance qualité. Enfin voilà, c'est tout un monde, hein, le produit. C'est passionnant. Il y a des étapes dans tous les sens, il y a des choses partout, mais c'est vraiment passionnant quand à la fin, on arrive à mettre quelque chose dans les mains des gens qui leur sert vraiment et dont ils sont contents. Et là-dessus, bon voilà, ça m'a beaucoup servi dans le no-code, mais malgré tout ça, le vibe coding et même avec ce bagage-là, on va dire, j'étais très réticent au fait d'aller sur le vibe coding parce que je ne sais pas lire le code. Enfin, je peux lire des petits bouts de code commentés, pardon, mais je sais pas en écrire, des parpaings comme il faudrait pour un logiciel et j'avais pas envie de pas avoir la main sur ce que je fais et d'être tributaire au final de l'IA pour piloter le code. Mais j'ai quand même suivi tout ça avec attention depuis, le début du vibe coding, notamment à travers les contenus d'Alexis dont on parlait tout à l'heure, d'Alexis Kovalenko et pas que, hein, après sur d'autres médias et d'autres choses et j'avais joué un petit peu justement avec du Lovable, mais pour moi c'était surtout pour faire je m'en étais surtout servi pour faire des landing pages ou des supports de présentation. J'ai fait des supports de formation notamment avec, plutôt que d'avoir des PowerPoint. Je déteste PowerPoint. Donc ça m'a permis de faire des supports quand même un peu plus plaisants, soit pour des formations pro, mais d'ailleurs aussi pour, Creacity là, quand on avait fait des ateliers sur l'IA et d'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre la communauté de Creacity, justement, on a tout un Discord où il y a des formations gratuites et des formations payantes, il y a plein de choses, mais voilà, on échange dessus Et des hamsters. et des hamsters J'étais et obligée. et oui, pour le hamster, celles et ceux qui s'intéressent à justement à la formation IA qui arrive, prochainement, où il y a déjà eu un premier webinaire, comprendront justement le rapport au hamster. Mais bref, Lovable, voilà, j'avais un peu joué avec, mais sur de la partie plutôt interface et justement, vitrine, web, sans aller plus loin. J'avais joué un petit peu avec d'autres outils d'ailleurs que Lovable, mais sans être convaincu au moment de devoir, mettre en œuvre des bonnes pratiques de dev. J'avais notamment essayé une alternative que j'avais connectée avec, du Xano, donc vraiment un moteur, tout le back-end, donc vraiment la partie base de données, moteur, logique, authentification et cetera et en fait, au moment où j'avais voulu mettre en place, c'était sur la partie front, donc la partie vraiment interface, qui avait des fondamentaux qui marchaient littéralement pas. Genre, mettre en place un design system et cetera, ça cassait complètement et donc quand les premières briques, de base marchaient pas, je m'étais dit: «Non, mais c'est toujours pas c'est pas viable, il faut encore attendre». Et donc il y a quelques semaines, ça fait quoi, un mois, quelque chose comme ça, un mois ou 2 qu'il a sorti son livre, Alexis et en fait, le livre a fini de me convaincre. Alors ça et d'autres questionnements que j'avais sur les outils dont on avait déjà parlé dans les épisodes précédents, puisque j'utilisais notamment Software pour les portails clients. J'avais suivi de près aussi le retour de WeWeb avec leur ajout de justement de la partie moteur et base de données derrière le back-end. Et les outils no-code avaient des points intéressants puisqu'il y avait tout le côté maîtrise de bout en bout, mais ils avaient aussi des limitations, notamment sur la partie produit et sur ce qui me semble être un changement de paradigme et une évolution dans les standards du développement d'entreprise qui se met à utiliser, que ce soit du cloud code ou des alternatives, hein, puisqu'il y a la même chose chez Google et chez, OpenAI. De se dire que voilà, le développement assisté par IA, ça devient peu à peu des vraies pratiques et des nouvelles pratiques de développement en entreprise et que c'est plutôt là pour durer, pour s'inscrire dans le temps, même s'il y a encore plein de choses qui bougent et sur, voilà, sur les techniques, sur les méthodes, sur tout ça. Hem, mais je vois ça comme, l'avenir du développement logiciel. Et je me suis dit: «Bon, ça pourrait être le bon moment pour y investir du temps, essayer de prendre les bonnes pratiques, l'apprentissage et vraiment se faire les dents maintenant que les modèles sont assez matures pour pouvoir aller sur du code, efficace, que l'écosystème et les outils autour nous permettent de le prendre en main d'une bien meilleure manière qu'il y a encore un an ou même 6 mois et aussi justement d'apprendre dès maintenant pour avoir la main
pour changer d'outil quand, l'IA va commencer à coûter un bras, enfin, même si c'est déjà cher en réalité. Mais, voilà, quand ça va l'inflation sera là, quand il va y avoir, des choix à faire au niveau des infrastructures, pardon, des acteurs, de la gestion des données, de la géopolitique qui peut encore, nous amener plein de surprises sur, l'année à venir. Et voilà, donc j'avais déjà tous ces questionnements-là, j'envisageais déjà, ça comme, quelque chose à tenter et se mettre dedans, et le bouquin d'Alexis m'a complètement, convaincu. Et alors, je vous dis direct, hein, le bouquin ne vend pas une solution miracle, il ne vend pas de la magie. Il va pas vous dire que le vibe coding, que le développement justement assisté par IA, est exemple de défaut, exemple de limite et que vous allez tout faire avec. C'est pas du tout le cas, c'est pas le parti pris du livre, et fort heureusement d'ailleurs, puisque la réalité justement, elle est bien plus nuancée et bien plus complexe que ça. Mais le point étant que, avec de la pratique, avec des méthodes, avec des process et en prenant le temps de faire les choses bien, on peut aujourd'hui faire des logiciels et des applications qui soient utilisables même en production, avec, voilà, des garde-fous si jamais, ça devient vraiment hors d'un périmètre de compétences qu'on a au niveau des vérifications et cetera. On peut se faire assister par des vrais devs pour aller, faire un petit tour de checkout complet avant la mise en prod, par exemple. Mais ça dépend, aussi de l'ampleur. Mais le but premier du vibe coding, c'est quand même d'aller sur des applis pour, peu d'utilisateurs, ou quelques dizaines ou quelques centaines maximum, mais pas d'aller justement faire le prochain Facebook, c'est pas l'objectif. Et pas les données de santé. Et pas les données de santé. Bah, j'allais nuancer en disant peut-être avec des mais aujourd'hui on a si avec des LLM Il open faut aussi. source enfin ce serait, très le bordel. Mais, enfin pas open Ouais, faut source, pas se open lancer weight. là-dedans ou de se faire assister par des personnes qui connaissent vraiment, pour le coup. Enfin, voilà. Oui, oui, non, c'est ça, c'est qu'il faut il faut avoir plein d'armes en main, on va dire, pour, pouvoir, faire du développement, assisté par IA dans un contexte de données de santé. Parce que l'hébergement des données de santé, tout ce qu'il y a autour est très, alors c'est pas juste réglementé, c'est que c'est vraiment important, mais ça implique, plein d'infra, plein de choses. Et, oui, vous pouvez pas utiliser du cloud, du OpenAI ou comme ça pour aller sur de la donnée de santé, à moins d'être dans un environnement où vous êtes déjà justement sur du HDS, dans un contexte entreprise. Et enfin, au final, c'est plutôt vous serez déjà développeur si jamais vous êtes dans ces milieux-là et à même de traiter ces problématiques-là. Mais voilà, en tout cas, le bouquin a fini de me dire: «Bon, oui, je sais pas lire tout le code, mais probablement qu'en ayant des méthodes, en s'organisant, en prenant le temps de tester, en prenant le temps de faire les choses bien, en prenant le temps de pratiquer, et d'aller, par contre utiliser, un outil, entre guillemets «no code» ou low code pour le back-end, donc pour là où c'est le plus épineux, le plus dangereux». Chose qui fait que j'ai choisi du Supabase là pour travailler avec. On va pouvoir, voilà, on va pouvoir faire des applications de bout en bout qui soient quand même sécurisées, qui soient quand même fiables et qui soient quand même déployables pour des gens. Et on est presque à 1 heure d'épisode, donc je vous raconterai la suite une prochaine fois. Mais, voilà, la conclusion, c'était de dire que, suite à ça, j'ai mis les mains dans le cloud code il y a quoi? 2 semaines, 3 semaines? Je sais plus. 3 semaines? 2 je sais plus. À peu près, il y a un mois, à peu près. Ouais, Enfin, comme si tu comptes j'ai la partie spec avec. c'est ça, c'est que j'ai passé, beaucoup de temps, sur les specs, vraiment beaucoup de temps. Mais, je regrette absolument pas parce qu'aujourd'hui, je suis ravi d'avoir passé tout ce temps de préparation, de cadrage projet, et ça me sauve un peu la vie quand même à plein de titres. Mais voilà, je suis complètement tombé là-dedans, et, j'avoue qu'aujourd'hui, c'est un réel plaisir développer avec l'IA, puisque j'y retrouve en fait toutes mes casquettes produits que j'aime bien, de réflexion, de gestion, d'organisation, de choix dans le produit, de mise en place de tests, de vérification. Enfin, entre guillemets, je peux mettre ma touche absolument, partout. Seule chose que je maîtrise pas, dans le sens, c'est pas moi qui ai écrit le code, mais c'est moi qui pilote tout ce qu'il y a autour, et je laisse pas l'IA en roue libre, et je suis pas du tout dans les profils comme, voilà, qu'on peut voir sur LinkedIn, des gens qui font 15 agents en même temps et qui laissent, l'IA en automatique. Je mets en place entre guillemets ce que j'ai vu et connu en no code, en contexte entreprise avec les devs, et voilà, j'essaie de
mettre en œuvre aussi ce que les anciens collègues de chez Cobble m'ont appris et m'ont enseigné à travers, en bossant avec eux. Mais, voilà, je me régale, je me régale sur le développement, assisté par IA et voilà, ce qui fait que dans des prochains épisodes de Côté Outils, on reviendra sur ce qu'on fait avec ça puisque toi, on vous avait parlé de Lulu qui maquettait notamment justement notre outil interne pour gérer le podcast du dernier clic et là, en fait, ce que je suis en train de développer, c'est cet outil qu'elle a designé à partir justement des specs que j'avais fait et après où on a Vibe remanié un peu designé. tout ça. Vibe designé. Mais voilà, on aura l'occasion de vous en reparler puisqu'on a ça qui va arriver, pour nous dans les prochaines semaines. On va avoir aussi, un site sur lequel tu es en train de travailler en ce moment, toi, pour qu'on ait une vitrine pour notre site web et que vous y trouviez Sacré vitrine. Ça, c'est un musée le truc, hein. ouais, l'idée en fait, c'est que, vous aurez accès dessus aux ressources des épisodes qu'on met à chaque fois, en complément et à d'autres ressources, voilà, complémentaires qu'on a déjà en tête sur différents sujets aussi liés à la tech, à l'IA et à d'autres choses, notamment sur les parties, données, confidentialité, enfin bref. Voilà, et vous allez y trouver plein de choses, donc ça arrivera petit à petit au fil des semaines et des mois qui arrivent. Le site, ce sera pas de suite quand même, vu vu comme il a l'air coton et voilà, qu'on est déjà nous sur nos premiers outils pour nous et qu'il y a d'autres surprises qui se préparent, voilà, en secret, bon ça c'est avec Creacity mais voilà, on aura l'occasion aussi de vous reparler, d'un autre projet, qui arrive. Donc on a plein de choses pour les prochains côtés outils. Lulu, est-ce que tu voulais, parler d'autre chose ou, Mmh, bah, c'est vrai qu'il y a aussi quand même ce côté de se dire: «Si on pouvait le faire avec du no-code, est-ce que c'est pas mieux en termes de, résilience de le faire là plutôt que d'utiliser de l'IA?» Enfin, c'est un peu le truc de se dire: «Bah, pourquoi est-ce qu'on utilise de l'IA pour faire quelque chose qu'on pourrait déjà construire?» Mais en soi, on utilise l'IA dans la construction, mais après on a un code quand même qui nous appartient. On n'est pas tributaire d'une plateforme, on n'est pas tributaire de mise à jour, de hausse de prix ou de changement de vision. Là, c'est du code et à la limite, si en plus c'est une application qui n'utilise pas d'IA, une fois qu'elle est développée, elle n'en consomme plus et c'est presque inerte, à part tout ce qui va être hébergement et ce genre de choses. Bon, après, il y a le maintien, oui. Enfin, c'est pas comme... Enfin, tu... c'est à toi. Ça existe sur ton ordinateur ou sur ton Git, mais Non, juste pour oui. nuancer ça, c'est qu'effectivement le code, une fois qu'il est fait, il t'appartient, tu peux le prendre, tu peux aller le déployer ailleurs, tu peux le remettre à un autre endroit. Si tu l'as chez un hébergeur américain, tu peux choisir d'aller le mettre chez un hébergeur européen. Tu vas pouvoir, voilà, le déployer à d'autres endroits. Là où je veux juste nuancer, c'est que derrière, si tu dis: «Ouais, on n'est pas tributaire des hausses de prix et tout», si quand même, parce que le fait de changer d'acteur de LLM, par exemple, si on a besoin de enfin, voilà, si on ne sait pas écrire du code et qu'on a besoin de rajouter des features, enfin des fonctionnalités, pardon, ou de corriger des bugs ou de faire de la maintenance, on a besoin de rédiger du code et à ce titre-là, quand on développe avec de l'IA, si on n'est pas développeur, on aura besoin d'une IA, donc on sera quand même soumis, enfin Bah, tributaire du fait de ça reste quand même moins fermé. Je me dis, imaginons, enfin vraiment, si on prend un cas où il n'y a plus d'IA du tout, tu as quand même ton application. Bah, au pire, tu apprends à développer. Mais ça, bon, ça sera long, ça sera, voilà, c'est pas optimal du tout. Mais tu peux encore, toi, avoir la main dessus et faire des choses dessus ou faire appel à des devs. Si, par exemple, on a pu ce qu'on a aujourd'hui comme matière, enfin, première, je le compare pas mal, par exemple, aux énergies fossiles et énergies renouvelables, avec cette idée d'utiliser les énergies fossiles pour développer ce qui est renouvelable après derrière et utiliser ça un peu comme une force de levier. Je le vois un peu comme ça dans le sens où par rapport à quelque chose qui est développé en no-code et que tu peux pas récupérer le code derrière, bah tu peux vraiment rien faire par contre. Si à un moment, ouais, alors, oui, effectivement, enfin là où tu as raison, c'est que sur la partie IA,
Enfin bon, il y aurait le fait de se former au dev, mais même sans ça, je sais que moi, personnellement, si j'ai fait le choix, c'est parce que je suis arrivé au moment où je sais que enfin, je considère et je pense que l'IA générative ne va pas disparaître, qu'elle est là, qu'elle va évoluer, mais qu'elle va rester et du coup, il y aura d'autres outils d'IA. Il y en a déjà qui existent côté, justement, OpenWeight et hem et je pense que c'est ce que tu voulais dire tout à l'heure sur le fait qu'on n'est pas dépendant des hausses de prix parce qu'on sera pas bloqué sur un seul fournisseur. Ben, si c'est plus anthropique, on pourra utiliser l'application et continuer à la maintenir avec d'autres, LLM, mais il n'empêche qu'on sera tributaire de LLM quand même et du coup de l'usage de l'IA pour le faire. Mais après, sur la partie no code propriétaire, c'est pareil, oui et non à nuancer parce qu'en fait, dans les outils no code, généralement, on peut quand même récupérer les données, Oui, mais les c'est dans données. des formats qui sont galères à exploiter, on va pas se mentir. Mais après, les outils en no code ont plein d'autres avantages. C'est que, bah, c'est beaucoup plus facile au quotidien, d'un point de vue métier, d'aller, les retoucher, les modifier, que c'est du coup chez un acteur qui va, gérer pour vous l'hébergement, l'infrastructure, la sécurité, le enfin voilà, l'abonnement, il va avec quelque chose. Si ces solutions-là, elles sont en place et qu'elles sont intéressantes encore pour plein de cas, c'est, voilà, c'est on va pas se jeter les outils no code loin de là, c'est Non, non, non. encore très, très important et adapté à énormément de cas et il faut pas aller sur du vibe coding, enfin, voilà, après pour aller sur de en tout cas, mon avis, c'est que pour aller sur du développement d'applications pour des gens en production, c'est aujourd'hui, en tout cas, encore pas donné à tout le monde. Pas dans le sens où tout le monde pourrait pas s'y former, mais dans le sens où ça demande d'apprendre beaucoup de concepts pour avoir toutes les branches de création du produit du début à la fin et assez de connaissances sur tous les différents aspects pour, et de la curiosité, puisqu'en fait on saura jamais tout. Mais quand on développe, ça va être de poser les questions justement à Claude au fur et à mesure qu'on développe sur toutes les choses qu'on ne sait pas pour les clarifier. Mais il y a quand même un certain nombre de concepts techniques derrière pour avoir tous les bouts. Globalement, si vous voulez vous faire une petite application pour vous et pour deux trois collègues de votre boîte, bah, allez plutôt sur du Lovable et rester dans un cadre comme ça qui est un peu le no code entre guillemets de l'IA, puisque vous êtes quand même sur quelque chose d'assez balisé et qui vous permettra pas d'aller dans tous les sens, qui va gérer pour vous l'hébergement, la sécurité, plein de choses, même si il gère pas la sécurité de votre code entièrement. Donc vous pouvez aussi avoir des trous. C'est quand même mais après le vibe coding avec du Cloud Code, ce genre de choses, c'est voilà, c'est quand même, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus coton. C'est aujourd'hui, je pense que c'est vraiment adapté et le chemin naturel, c'est pour les gens qui faisaient du no-code et qui aiment justement, enfin, qui ont déjà conscience de tout le parcours produit, qui ont déjà eu à travailler sur les différentes, étapes d'un parcours produit et qui ont envie d'aller plus loin dans de la technique et pour eux, du coup, justement, l'aspect, développement assisté par IA est vraiment le cheminement logique. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti en tant que no-codeur. C'est que j'avais vraiment l'impression là, quand j'ai commencé à mettre la tête dedans, de me dire: «Mais en fait, entre guillemets, c'est là où je devrais être, tu vois? C'est vraiment, logique que je kiffe autant ça et que je me régale parce que, c'est l'étape d'après, normale et voilà et c'est trop bien, tu vois? Mais voilà, c'est quand même pas le chemin habituel et enfin habituel, n naturel et évident et au même titre que quand on arrive sur nos codes au début, bah, il y a plein de choses à apprendre et de C'est concepts et ça c'est au et fur et à on mesure. reste aussi sur, bah, comment est-ce qu'on va structurer nos données, comment est-ce qu'on va créer notre application et ça, les problèmes qu'on retrouve, dans le vibe coding, c'est des problèmes qui se retrouvent dans toute gestion de projet et création de produits, hein, dans tous les cas. Sauf que là, bah, il y a les questions de sécurité en plus qui sont pas prises en compte, et qu'il faut intégrer parce que là, on parle pas juste, d'une application qui va crasher ou ce genre de choses, hein, on voit, tout ce qui se passe avec des données sensibles qui sont, en clair ou ce genre de choses. Puis il faut quand même un peu cette, curiosité et de pas hésiter à être un peu inconfortable aussi, de se dire, bah, par exemple, il peut y avoir des failles de sécurité, je dois y aller et pas juste, faire, comme s'il y avait rien. Mais voilà, non, non, mais c'est voilà, de se dire: «Bah, ça passe, ça a l'air de marcher», mais en fait, il y a plein d'erreurs qu'on ne voit pas et qui sont pas affichées et le livre en parle très, très bien. Il parle même d'ailleurs des différents
phases, enfin, les différentes catégories d'applications sur lesquelles on peut aller sans trop se poser de questions, celles où, bon, là, faut commencer un petit peu à réfléchir dès que, bah, par exemple, il va falloir un back-end ou ce genre de choses et après, dès qu'on va intégrer des paiements, données de santé ou données vraiment sensibles, là, faut se faire accompagner ou aller sur des outils no-code qui sont accrédités ou qui ont les bons garde-fous et c'est un entre-deux et je comme tu dis, le no-code est pas acheté. Il peut très bien y avoir des solutions hybrides et des fois, on va pas aller, retourner dans tous les sens un outil no-code pour lui faire faire ce qu'il est pas censé faire. Et en même temps, on va pas, en vibe coding, reproduire un Notion parce qu'on veut refaire Notion. Enfin, ça a pas de sens. Donc voilà, Ouais, non, je c'est pense que clair. c'est pas Ouais, trop mal. ouais, enfin, bon, en vrai, je pense que les outils no-code ont encore de beaux jours devant eux. Là où c'est, voilà, peut-être un peu plus délicat ou en tout cas ceux sur lesquels j'ai plus de réserves, c'était, bah, justement Software qui, heu, qui reste aujourd'hui pour moi très bien si tu es en entreprise et que tu es du métier, que tu as besoin de te faire des solutions, sur mesure et que tu es pas dev et que tu as pas le temps et que tu veux te faire ça. Mais derrière, sur Software, je trouvais qu'il y avait vraiment une grosse enfin, des limitations et après en termes de maintenance, je trouve ça vraiment galère. Parce qu'il y a plein de composants, il y a plein de choses que tu peux pas faire, entre guillemets «de la bonne manière». Mais ça reste, très bien pour se faire plein de petites apps en interne dans une boîte, Mmh. sans avoir besoin de développeurs à proprement parler et voilà, des outils comme ça qui sont orientés sur la création d'applications où, selon les cas, il va falloir mesurer un peu l'intérêt d'aller sur une solution ou une autre et la pertinence d'aller dessus. Voilà, typiquement, tu vois, un WeWeb, justement, je trouve le parti pris très intéressant et très bien qu'ils aient rajouté le back-end. Et aujourd'hui, ça en fait un outil complètement complet. Ben, tu as envie de tout maîtriser en programmation visuelle, aujourd'hui, tu peux le faire avec et tu peux même le déployer après, enfin, je sais pas s'ils ont mis le déploiement de back-end qui est déjà disponible ou pas, mais en tout cas, c'est prévu pour, là, dans les prochains mois. Donc c'est quand même très intéressant, c'est quand même très puissant et tu peux pas faire autant de choses qu'en code pur, mais tu pourras quand même aller très, très loin. Maintenant c'est à trancher un peu au cas par cas, en fonction des besoins, en fonction de si c'est juste faire une application dans un contexte défini, dans une boîte, ça peut être très bien juste de faire appel à des devs, enfin des devs, à des freelances ou à une agence ou comme ça que de se former soi-même à vouloir y aller en se disant que ça va aller vite et c'est en fait que ce soit du côté du no-code sur des outils puissants, parce que j'ai cité WeWeb, mais on pourrait parler de Bubble aussi. Mais si on veut aller sur des outils puissants pour faire des applications complexes, ça s'apprend pas comme ça en un jour. Il faut du temps, il faut des compétences, il faut de la logique, il faut plein de choses, voilà, qui s'apprennent Et tout le monde n'a pas cette appétence et tout le monde n'a pas cette et c'est appétence OK. et oui, oui et après, côté IA, ce sera la même chose, mais je veux dire, d'un côté ou de l'autre, le chemin pour aller vers des applications en production en entreprise, il est pas facile. Il implique de faire des choix et d'apprendre des choses et de monter en compétences. Mais dans le no-code, vous pourrez, sur plein de cas métiers, le mettre en œuvre avec des outils qui ont des interfaces visuelles et qui sont très adaptés à la plupart des besoins. Et c'est ça, en fait, c'est pas, no code ou IA, enfin, c'est vraiment juste un moyen de répondre à un problème ou à répondre à des frictions et à la fin, il y a un produit et c'est juste la manière dont on le fait, c'est plus selon ses compétences, ses appétences. Et il y a plusieurs moyens d'y répondre, mais ce qui va rester vraiment important, ça va être la définition de ce besoin en amont, d'aller discuter avec les gens, voir, vraiment leurs problématiques, faire, bah, toute la partie spec, PRD, user story, user flow. Enfin voilà, c'est cette partie-là, moi, qui me semble, vraiment la plus importante et qu'on délaisse plus des fois à des débats autour de no code, IA, vibe coding, DevTrady, non, en fait, c'est juste des outils et il faut les voir comme ça et connaître les forces et faiblesses et faire les choix en fonction, des choix éclairés, comme dirait Alexis. Parfait, bah, je pense que c'est une belle conclusion. Donc merci pour, ça. Un mot de la fin, Lulu, ou on est bon? Non, je pense que c'est bon là, on a déjà assez dépassé comme ça. Ouais, on est dépassé. Désolé, tu auras pas ta question aujourd'hui. On en est au 8e épisode, j'ai toujours pas eu de questions, quoi. Ah oui, non, là, sinon on repart sur 5-10 minutes, c'est pas possible.
Hem, Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode thématique sur les communs. Oui, on La suite. continuera, sur ouais, sur la suite de notre épisode sur les communs numériques. On vous invite à écouter l'épisode de la semaine dernière qui, voilà, qui présente déjà les familles de communs numériques et qui pose un petit peu le ton de quoi on parle quand on parle de communs numériques, de quoi il s'agit. Et voilà, on ira plus loin sur ce sujet et on se retrouve aussi dans 2 semaines, du coup, pour un autre épisode côté outils où on reparlera probablement de développement j'allais dire visuel. Non, de développement assisté par IA, mais avec, voilà, peut-être d'autres facettes et d'autres choses qu'on n'a pas évoquées aujourd'hui. Peut-être d'autres surprises, d'outils, hein, si on en a aussi d'ici 2 semaines. Ça bouge tellement vite. Oui, puis là, il y a plein de choses enfin, voilà, dont on n'a pas parlé, mais qu'on avait sous le coude aussi, et sur pour lesquelles on reviendra. Donc bonne, journée ou bonne fin de journée selon quand vous nous écouterez et à la semaine prochaine pour un autre épisode du Dernier Clic. Au revoir. Salut!